Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM. Deir ez-Zor, ce lieu de la souffrance, de l'effondrement et de la mémoire est touché, ciblé, visé par les Amis de la Turquie, l'organisation de l'État islamique. Le mémorial où se regroupent les dernières reliques de victimes du génocide arménien a été dynamité par les Amis de la Turquie, l'organisation Daesh. La colère est indescriptible, même si cet acte s'inscrit dans un chaos où d'autres lieux de culte, de civilisation sont détruits, pour ne pas parler de la destruction psychologique et physique d'hommes, de femmes et d'enfants. Que peut-on faire face à cette situation ? Quel rôle réel joue la Turquie à Deir ez-Zor, mais globalement dans la création et le soutien à Daesh? Et quelle est la situation politique et humanitaire en Syrie et en Irak aujourd'hui? Voici le sujet de ce carte sur table. Nos invités, les coprésidents du CCF, Mourad Papazian et Arat Touranian, bonjour. Bonjour. Nous allons être rejoints tout à l'heure par Élise Bogossian, qui est docteur en médecine chinoise, qui est de retour d'un voyage dans la région où est allée accompagner les réfugiés. Et nous serons en ligne avec Frédéric Ancel, spécialiste de la géopolitique du Proche-Orient, justement pour parler de la situation politique, géopolitique et du rôle de la Turquie. Alors, commençons par cet acte barbare, pendant que les Arméniens célébraient le 23e anniversaire de l'indépendance de l'Arménie, pendant que Aram Ier annonçait qu'il allait réclamer à la Turquie les lieux saints, les territoires, ce territoire qui appartenait au Catholicosat des Arméniens de Cilicie, c'est-à-dire la région de Sis, la ville de Sis. En même temps, l'église à Deir ez-Zor était dynamitée. Évidemment, il est très facile de dire qu'il y a un lien puisque ça se passe au même moment. Est-ce une simple coïncidence? Mais en tout cas, ça se passe au même moment et c'est terrible à la Touranian d'entendre que, j'allais dire, l'Auschwitz arménien est dynamité ainsi. C'est terrifiant en effet. Tout le monde est touché. C'est épouvantable, c'est vraiment un acte d'une barbarie effroyable. C'est une espèce de stade suprême du génocide, c'est-à-dire qu'il y a le génocide, on s'en est pris aux vivants, et maintenant après les vivants, on s'en prend aux morts, c'est-à-dire aux ossements. Et ça à quelques mois du 100e anniversaire du génocide. C'est une action, c'est quelque chose d'épouvantable, tout le monde l'a bien ressenti comme tel. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le CCF a pris l'initiative d'organiser un rassemblement, une manifestation devant l'Assemblée nationale le 7 octobre pour dénoncer ça. On est actuellement au Moyen-Orient, en Syrie, en Irak, face à une espèce de folie monstrueuse, de sauvagerie, de barbarie épouvantable. Mais on a bien détecté que dans cette affaire, si la main était djihadiste, le cerveau, lui, se trouvait à Ankara. C'est un acte qui s'inscrit en effet dans une série d'actions anti-arméniennes qui ont commencé par les bombardements à Alep, qui se sont poursuivis à Kessab par la prise de Kessab. Là aussi, il y avait très clairement un soutien logistique et une inspiration turque. Et les bombardements à Alep qui continuent. Maintenant, ces exactions
épouvantable à Deir ez-Zor. On pensait jamais que ça pouvait arriver. C'est véritablement un défi incroyable à la conscience humaine. Et pourtant, c'est arrivé. Après les vivants, c'est les morts. Mourad Papazian, il est vrai que dès le début de cette guerre, Deir ez-Zor a été attaqué. Je ne parle pas du mémorial arménien, je parle de la ville, de cette grande région assez immense en termes de superficie. Et les Arméniens ont toujours eu cette crainte qu'il allait se passer quelque chose. Il s'est passé des choses parce que l'Église a été touchée à plusieurs reprises, mais là il s'agit, pour qu'on soit clair pour nos auditeurs, c'est un dynamitage. On a fait exploser le mémorial. Ce ne sont pas des obus qui sont tombés par hasard. 2 mots sur le sens. C'est un attentat. C'est un attentat, c'est-à-dire on a voulu atteindre effectivement à la mémoire arménienne, à l'identité arménienne. Deir ez-Zor, effectivement, comme le disait Ara, on s'en prend aux morts, on s'en prend à la mémoire, mais c'est toute une stratégie. Dans cette guerre de Syrie, il y a une stratégie d'éliminer le peuple arménien de cette région du monde. C'est ça la vérité. Et la vérité, c'est que, je sais qu'on va en parler avec Frédéric Ancel, mais la vérité, c'est que les djihadistes sont, non seulement le cerveau est à Ankara, mais l'argent est à Ankara, l'entraînement est en Turquie, la base arrière est en Turquie, toute l'organisation est en Turquie des djihadistes. Et je pense qu'il est temps que les pays occidentaux en prennent conscience véritablement. On voit bien de quelle manière s'est passé le petit tour de passe-passe dont ont été victimes les Français par les Turcs, les trois ressortissants français qui sont revenus de Syrie par la Turquie. On voit bien quelle est l'intention de la Turquie. On voit bien que le rôle ambigu de la Turquie dans le cadre d'une hypothétique coalition internationale. On voit bien que dans ce cadre-là, qui est un cadre plus large effectivement, la Turquie veut en profiter de la situation pour régler le compte des Arméniens en Syrie et dans la région. Alors, la grande question aujourd'hui, c'est... Et la vérité, c'est qu'il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas, malheureusement, les Arméniens en Syrie ont peu de moyens de défense et d'autodéfense, parce que la guerre a pris une telle dimension que c'est très difficile pour notre communauté là-bas de se protéger, de résister. Mais il est temps aujourd'hui, et c'est ce que nous faisons le 7 octobre, ici en France avec le CCAF, il est temps aujourd'hui que dans le monde entier, les Arméniens alertent fortement leur gouvernement. Il y a un ennemi aujourd'hui. Il y a des barbares qui sont en train de saccager toute la région. C'est l'organisation de l'État islamique. C'est eux qui sont les incontrôlables. C'est eux qui sont les barbares. C'est eux qui sont les sauvages. Et c'est eux qu'il faut mettre hors de possibilité de nuire. Oui, mais la grande question, c'est que ces barbares, on l'a vu, les forces occidentales ont essayé de frapper les puits de pétrole parce que c'est avec le pétrole qu'ils arrivent à avoir, nous dit-on, 3 millions d'euros chaque jour pour financer. Parce qu'ils le vendent, il y a des acheteurs. Justement, les acheteurs, on nous dit que c'est la Turquie, ça passe par la Turquie, sinon par où ça passerait? Alors, ce qui est incompréhensible, c'est que, je sais pas, les Américains, les alliés, et puis la France, les autres, ils comprennent pas, ils voient pas tout ça depuis des mois et des années. Il y a un jeu de dupes qui est absolument incroyable de la part des Américains. Il y a eu comme une série d'articles dont quelques-uns, c'est pas pour faire la publicité de Nouvelles d'Arménie, c'est pas le problème. Mais enfin, on avait reproduit dans Nouvelles d'Arménie un article qui a été écrit par un journaliste américain qui s'appelle Seymour Hersh, qui a été le prix Pulitzer, qui est un des plus grands journalistes américains, qui a fait une enquête sur la duplicité et le rôle de la Turquie par rapport aux djihadistes dans cette affaire, et cette enquête, elle a été censurée. Lui qui écrit dans les plus grands journaux, il a été obligé de publier son article dans un journal beaucoup plus confidentiel, un journal britannique. Et cet article qui s'appelait la route du Raz et la ligne rouge, elle montrait comment l'attaque au gaz sarin qui a eu lieu en 2013, en août 2013, c'était à Damas, était très probablement le fait des djihadistes aidés par la Turquie. Et c'est d'ailleurs pour ça que finalement, à la dernière minute, c'est à cause de ce doute et à cause d'une enquête des services secrets américains
que Barack Obama, qui avait dit si on emploie des gaz chimiques, je frapperai. Il y a eu un doute sur l'origine de ces gaz chimiques et finalement ça l'a empêché, ça l'a dissuadé d'aller frapper. Mais parce qu'il a été question à un moment donné que ces armes chimiques étaient livrées par la Turquie. Alors vrai ou faux, on ne sait pas, mais en tout cas il y avait des. On ne sait pas, mais en tous les cas il y a un vrai doute. Il y a eu aussi ces conversations incroyables entre Ahmed Davutoğlu, c'était au mois d'avril dernier, comment il s'appelle, Yachar Güler, qui est le chef d'état-major de l'armée turque, et puis Hakan Fidan, qui est le chef du MIT. Donc secret. Oui, il y a une rencontre, il y a une discussion qui a été piratée et qui a été diffusée sur YouTube, dans laquelle ils expliquaient comment ils allaient monter une provocation du territoire syrien sur la Turquie pour justifier ensuite une intervention turque sur la Syrie et en essayant d'entraîner dans la foulée les Américains. Donc on voit très bien le jeu incroyable des islamistes turcs, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un pouvoir islamique qui est aujourd'hui à la tête de la Turquie. L'AKP est une organisation islamiste. L'islamisme en tant que tel est de toute manière une idéologie extrémiste, et on voit bien que ces convergences idéologiques qui existent entre cet islamisme, cet AKP et les djihadistes obéissent à des solidarités objectives, et on voit bien qu'il y a un jeu entre les uns et les autres. Alors Mourad Papazian, on va voir avec Frédéric Ancel est en ligne avec nous, donc on va le prendre pour pouvoir plonger dans ce rôle de la Turquie. Frédéric Ancel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc voilà, on parle aujourd'hui du dynamitage de Deir, du mémorial arménien où les ossements de nos grands-parents et puis des victimes du génocide sont regroupés. C'est une catastrophe et c'est un scandale pour nous tous. Et derrière tout cela, nos invités Alatoranian, Mourad Papazian évoquaient le rôle de la Turquie. Alors, comment voyez-vous le rôle de la Turquie, non pas dans l'affaire de Deir en particulier, mais dans la création, le soutien à cette organisation qui s'appelle aujourd'hui l'État islamique? C'est un rôle duplice. Vous savez, la duplicité, c'est quelque chose qui est relativement répandu en matière de relations internationales, mais il y a un moment où trop, c'est trop. Ça fait un certain nombre d'années que nous sommes quelques rarissimes géopolitologues et beaucoup plus de simples citoyens ou d'observateurs, comme vous pouvez l'être vous-même, à s'inquiéter de ce rôle duplice. C'est-à-dire que le tandem Erdogan-Davutoglu a systématiquement joué depuis avant le printemps arabe, un double jeu dans la région visant à organiser ou à réorganiser une forme de néo-ottomanisme, à savoir que la Turquie a souhaité influencer, sinon imposer, un système basé sur ce qu'elle appelle elle-même l'islam éclairé. Il s'agit d'un islamo-conservatisme qui est lié à l'AKP au pouvoir depuis 2002 en Turquie, sur l'ensemble du monde arabe. Et ce qui s'est passé, c'est que avant le déclenchement du printemps arabe, donc dans les années 2009-2010, il y a eu une véritable alliance avec l'actuel dictateur Bachar el-Assad. Une vraie alliance avec ouverture des frontières, c'était sans précédent, avec l'abandon par Assad de la sacro-sainte revendication du recouvrement de la souveraineté sur le Sandjak d'Alexandrette, etc. Et puis, le printemps arabe aidant, les Turcs ont été obligés de rétro-pédaler. Et ils ont soutenu à partir de là, de façon absolument systématique, non seulement les Ikhwan, donc les frères musulmans, dont ils croyaient qu'ils allaient arriver au pouvoir un peu partout dans le monde arabe, et puis à partir du moment où se sont aperçus que les frères n'étaient pas en position de l'emporter, en tout cas certainement pas en Égypte, on l'a bien vu en 2002 puis en 2003, eh bien ils ont commencé à soutenir très concrètement des groupes qui étaient davantage portés au salafisme, dont les prodromes et les prémices de ce qu'on voit aujourd'hui en Syrie et en Irak, à savoir l'État islamique, mais également le Front al-Nosra, qui lui concerne davantage l'ouest de la Syrie. Et aujourd'hui, et je dis aujourd'hui, ça fait déjà plusieurs années maintenant, Ankara soutient soit par voie logistique,
soit par voie politique, soit même, semble-t-il, d'un point de vue militaire, avec des blindés qui ont été généreusement accordés à l'État islamique, vraisemblablement en échange de la libération des 49 ressortissants turcs qui étaient aux mains de l'État islamique. La Turquie a donc accordé un soutien à peu près sans faille, ce qui d'ailleurs a permis à l'État islamique de se renforcer sur le plan économique. Frédéric Ancel, les ressortissants turcs ont été libérés à peine hier. Vous êtes en train de parler d'un échange de marchandises, si je puis dire. Donc, est-ce que ces tanks sont, selon vous, il y a une livraison d'armes aujourd'hui encore ? Alors aujourd'hui non, en tout cas depuis 2 semaines c'est terminé parce que l'OTAN. Mais il y a 2 semaines c'est aujourd'hui. Je veux dire, on parle pas des mois et des années. 2 semaines c'est tout récent. C'est pendant que les discussions sur le plan international se faisaient sur la création d'une coalition qui devrait aussi regrouper entre autres pays la Turquie. Donc 2 semaines c'est aujourd'hui. La Turquie est toujours impliquée dans qu'est-ce qui se passe aujourd'hui parce qu'il y a une volte-face. Erdogan ne veut pas, mais à l'ONU il semble vouloir quand même combattre le terrorisme. Quel est le message de la Turquie aujourd'hui et la marge de manœuvre, parce que il faudra nous expliquer si la Turquie est réellement, elle a le contrôle sur ces gens-là. Alors, il ne s'agit pas d'un... Alors d'abord, vous avez raison de préciser, aujourd'hui, nous sommes en temps journalistique et non pas en temps historien. Vous avez raison. Cela dit, quelques semaines, ça compte énormément. Je me permets de vous rappeler que l'offensive fulgurante de l'État islamique, c'est mai et juin dernier, dans ce qu'elle a eu en tout cas de plus dangereux, avec notamment la prise de Mossoul et avec la menace très directe à la fois sur la frontière jordanienne, sur Erbil au Kurdistan, voire même sur les faubourgs septentrionaux de Bagdad. Et puis les premières frappes américaines, c'est encore plus récent, c'est début août, je crois que c'est 7 août. Bon, donc nous sommes là et le Conseil de sécurité se réunit pour déterminer la création de cette coalition il y a seulement 3 semaines. Donc tout ça, c'est extrêmement concomitant et donc je répète ce que je vous disais, c'est effectivement extrêmement récent le fait que la Turquie, à son corps défendant, en traînant des pieds bien évidemment, s'aligne, je dis s'aligne entre guillemets, sur cette coalition. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Turquie, on exige de la Turquie qu'elle ferme ses frontières à la contrebande, dont on n'a pas encore parlé. Parce que la contrebande de pétrole pour l'État islamique, c'est l'une de ses principales sources de financement aujourd'hui. Or, ces gens-là n'ont pas de bateau, forcément, ils n'ont pas d'accès à la mer. Donc, oui, mais Frédéric Ancel, si vous permettez, pour l'instant, la Turquie, ce qu'elle ferme, c'est pas la frontière à la contrebande, mais à la frontière à la Turquie, aux Kurdes. Je parle là des Kurdes du nord de la Syrie, où ces jours-ci, il y a des attaques de la part des islamistes. Chaque jour, des dizaines de villages sont occupés, et on voit dans les vidéos comment ils traitent la population locale. Et ces gens qui veulent partir en Turquie, la Turquie ferme ses frontières et ses portes à ces Kurdes et non pas à la contrebande. C'est ça la réalité des frontières. Vous avez raison sur la Syrie, et c'est quelque chose qui malheureusement est d'une logique implacable. Les Kurdes du nord de la Syrie vivent un véritable martyre à cause de la fermeture de la frontière turque. Vous avez totalement raison. Je parle bien, pour ma part, de la frontière avec l'Irak, le nord de l'Irak et les points frontaliers qui sont tenus de l'autre côté par l'État islamique. Enfin, cette frontière commence maintenant à être contrôlée. Pourquoi ? Mais là, on est sur ces tout derniers jours que ça s'est produit. Et récemment, j'étais en tant que simple consultant lors d'une réunion ici au ministère de la Défense. On a bien considéré, et on nous a très clairement signifié que c'était une question de jours. C'est ces derniers jours que ça a été fait, sous la pression non seulement des États-Unis, mais également de l'OTAN et de l'Arabie Saoudite. Donc vous savez qu'elle a un poids au moins idéologique, sur le tandem Erdogan-Davutoglu. Or, c'est très important parce que cette frontière, elle était archi-poreuse, elle permettait à des combattants de l'État islamique de se réapprovisionner, elle leur permettait surtout cette contrebande qui leur rapporte énormément d'argent. Et là, on a mis, pas seulement Obama, l'intégralité de l'OTAN et des autres membres de la coalition ont tapé du poing sur la table. Je ne sais pas si ça va être respecté scrupuleusement, j'en suis pas du tout sûr, mais cette fois-ci, il y a eu des pressions. Et dernier point, puisque vous parlez des Kurdes de Syrie, j'aimerais vous indiquer, mais vous le savez parfaitement, que aujourd'hui la Turquie est prise, je parlais de duplicité tout à l'heure, elle n'est pas seulement prise dans la contradiction
islamiste ou pas islamiste. Elle est prise dans la contradiction de l'État émergent kurde en Irak. Alors ces dernières années, il y avait des rapports qui s'étaient améliorés pour des raisons d'ailleurs essentiellement économiques et parce que du côté des Talabani et de Barzani, on avait promis de ne pas aller à l'ONU pour proclamer l'État. Seulement, aujourd'hui, la situation est changée. Le Kurdistan irakien est en train de recevoir en matériel civil et militaire des quantités absolument considérables de biens qui vont lui permettre de monter en puissance, notamment, en particulier sur le plan militaire. Et ça, pour la Turquie, c'est le cauchemar qui est en train de se réaliser. Frédéric Ancel, restez avec nous. Mourad Papazian. Oui, merci Frédéric pour cette analyse et je pense que on est d'accord sur les deux régions, l'Irak et la Syrie, mais effectivement il y a une vraie prise en compte du danger en Irak, mais un peu sous-évalué en Syrie malheureusement. Or la frontière turque demeure encore aujourd'hui, frontière turque avec la Syrie, une vraie base arrière pour les islamistes qui vont mener leurs opérations. On parlait tout à l'heure de l'opération à Deir Zor, qui provoque d'ailleurs l'organisation d'un rassemblement par le CCAF le 7 octobre à 19h devant l'Assemblée nationale, parce qu'on ne peut pas rester insensible, on ne peut pas rester inerte, on ne peut pas rester sans voix par rapport à l'atrocité qui s'organise de plus en plus. Ça fait déjà plus de 2 ans que les Arméniens sont la cible, je le disais tout à l'heure. On profite de la situation en Syrie pour en même temps tenter de mener une opération d'élimination des Arméniens, des populations et des lieux de mémoire. Donc, à un moment donné, est-ce que la question de la dualité Bachar el-Assad, les islamistes, va trouver une juste analyse ici en France? Parce que c'est pas possible, à un moment donné, même si les Arméniens officiellement sont neutres en Syrie, c'est pas possible de les rejeter dos à dos. On voit bien quelle est la menace islamiste. D'ailleurs, c'est une menace sunnite. Aujourd'hui, ce n'est pas une menace chiite. Je pense qu'on peut être tranquille pour l'instant avec les chiites. La vraie menace, le vrai extrémisme, le vrai radicalisme, la vraie barbarie, elle est aujourd'hui sunnite. Et je crois que, d'ailleurs, même l'État d'Israël, je pense que moi j'ai des contacts, comme tu le sais, avec des représentants d'organisations, d'ONG juives ici en France, commencent à prendre conscience qu'effectivement, le danger, il est sunnite, il est turc, il est qatari et qu'il n'est pas forcément iranien. Alors, Frédéric Ancel, une question très importante soulevée par Mourad Papazian sur donc les sunnites, parce que on entend aujourd'hui des sunnites d'Irak, de Syrie, eux-mêmes, les sunnites même sont victimes de cet État islamique qui se prétend apporter, même on entend dire des choses comme quoi ils vont changer des versets dans le Coran, ils vont détruire la Mecque et donc il y a des choses inexplicables qui se passent dans le monde sunnite d'aujourd'hui. 2 mots s'il vous plaît sur le rôle de l'Arabie saoudite qui a pendant longtemps provoqué, encouragé, créé depuis Oussama Ben Laden, mais depuis 2 mois le roi d'Arabie Saoudite lui-même a très peur déjà de ces islamistes. Et puis comment ça va se passer en termes au niveau interne? Que représentent ces gens-là sur le plan? Parce que il faut tout simplement pour qu'il n'y ait pas d'amalgame sur le sunnisme même, parce que les sunnites sont contre aujourd'hui ces barbares. Une partie des Kurdes sont sunnites aussi, mais oui, on parle de... même les sunnites arabes, ils en peuvent plus aujourd'hui. Frédéric Ancel. Je vais même aller plus loin que moi. Je pense que nous allons vers un grand renversement d'alliance. Alors moi, je l'appelle de mes vœux, mais en même temps, je le dis très objectivement. Entre, je veux dire, l'Iran et l'Arabie Saoudite. En 2001, après le 11 septembre, un certain nombre de néoconservateurs américains étaient allés voir Rumsfeld et Bush en leur disant la chose suivante. L'Arabie Saoudite, depuis 1945 jusqu'à présent, était une solution. Et notamment, on protégeait bien évidemment les points d'extraction et les voies d'acheminement de son pétrole. C'est devenu un problème. Il faut inverser les alliances. Et je vous rappelle que, et vous le savez très bien, qu'en 2001-2002, le président n'était pas le fasciste Ahmadinejad qui vient de quitter ses fonctions de président, mais c'était quelqu'un de tout à fait modéré, a priori pragmatique, qui était Khatami. Et on pouvait faire quelque chose à l'époque. Bush étant extrêmement limité, comme on le sait
sait tous, ça a raté. Mais je pense que la deuxième fois sera la bonne. Je veux dire par là que nous avons affaire aujourd'hui dans les milieux, et pas seulement dans les communautés très respectables de citoyens arméniens et juifs en France ou aux États-Unis, mais dans les milieux très haut placés à Washington, et c'est vrai aujourd'hui de plus en plus en Europe, nous avons affaire à des gens qui se disent, mais au fond, l'Arabie Saoudite, c'est une tribu auquel les autres ont fait allégeance dans les années 30 grâce à quelques canons supplémentaires, notamment britanniques. Mais à la fin des fins, ces gens-là aujourd'hui, dans leurs écoles, dans leurs universités, enseignent exactement ce qu'enseignent dans les madrassas du Pakistan et d'Afghanistan, et bien évidemment dans ce qu'on enseigne, si tant est qu'on puisse appeler ça un enseignement, les djihadistes de l'État islamique en Syrie et en Irak. C'est la même chose. Autrement dit, si on considère, et ça c'est objectif, que en Iran, vous disposez à la fois d'une démographie, d'un niveau socio-culturel et socio-éducatif, d'une géographie énergétique autrement intéressante que ce que propose simplement l'Arabie Saoudite et ses quelques voisins politiquement dégénérés comme le Qatar, à la fin des fins, pourquoi ne pas renverser l'alliance? Et je suis convaincu que nous sommes au début de ce grand mouvement. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les Saoudiens sont si remontés, et c'est la raison pour laquelle les Saoudiens, depuis quelques années maintenant, et quelques mois en particulier, tentent à toute force en achetant des grands encarts publicitaires dans le monde, dans les journaux, dans les plus grands journaux du monde entier, et notamment aux États-Unis, de montrer une image d'eux qui serait beaucoup plus apaisée, parce qu'ils sentent bien qu'avec les négociations portant sur le nucléaire iranien qui ont repris, et qui, à mon avis, aboutiront assez rapidement, en tout cas à la fin de l'automne, elles avaient déjà commencé il y a un an, nous assistons réellement à un grand basculement. Donc oui, bien sûr, vous avez raison, aujourd'hui, l'islamisme radical, il faut le dire, je le rappelais encore hier soir chez TDI, il provient de l'Arabie Saoudite et du Qatar, qui sont des régimes wahhabites, en réalité fanatiques, et qui malheureusement entretiennent une lecture totalement fantasmatique du Coran, mais ça c'est un autre problème, je ne suis pas musulman, les musulmans se débrouillent avec leur propre texte. Ce qui est sûr, c'est que ça vient du sunnisme, ça ne vient pas en effet du chiisme, reste quand même une question très importante, et pas seulement pour les Israéliens, pour l'ensemble des nations. On l'a vu il y a quelques années avec tous les votes au Conseil de sécurité, il y en a eu 4, des sanctions économiques et technologiques contre l'Iran, reste la question du nucléaire. C'est-à-dire que je crois qu'on assiste, et je le dis d'un point pour pas monopoliser l'antenne, d'un point on assiste à un grand marchandage au sens positif du terme, à une négociation entre les Occidentaux, les Russes et les Chinois d'un côté, l'Iran de l'autre, pour que l'Iran n'arrive pas à la bombe mais reste à l'état du seuil, comme on le dit, ce qui est le cas pour une quinzaine d'États aujourd'hui dans le monde, autrement dit pour sauver le traité de non-prolifération de 68, en échange de quoi l'Iran serait adoubé en quelque sorte gendarme ou co-gendarme de la région en lieu et place de l'Arabie Saoudite qui effectivement est pourrie de l'intérieur. Alors il faut pas oublier que quand même la Turquie a aussi des ambitions en termes nucléaires. Que peut-il se passer demain? Parce que si c'est cette Turquie-là qui fait exploser des zones et qui encourage l'État islamique, pourquoi demain avec une bombe atomique d'autres génocides ne seraient pas possibles? Alors, si vous me posez la question à moi, cher Arsène, je vais vous répondre en 2 points très rapides. D'abord, la Turquie, on est quand même très loin. S'il y a un pôle, mais l'ambition est là. Oui, mais attendez, l'ambition, elle est affichée. Elle est aussi affichée par l'Égypte et demain, elle peut être affichée par le Malawi ou le Zimbabwe. Il faut être sérieux. Aujourd'hui, d'un point de vue strictement technologique et d'ailleurs économique, la Turquie n'est absolument pas en mesure de s'approcher même de l'état du seuil. De toute façon, en tant que membre de l'OTAN, nous avons, nous tous, et en particulier des Américains, suffisamment de poids pour lui dire stop lorsqu'on souhaite le faire. Ça n'a pas de rapport, mais quand même, lorsque la Turquie pleure misère au sein de l'OTAN parce qu'elle s'est fait abattre un fantôme F4 par des missiles syriens et qu'elle vient pleurer en se saisissant de la clause numéro 5 du traité de l'Atlantique Nord, on lui dit non, taisez-vous, point barre, quoi. Enfin, c'est bon. Donc je pense que la Turquie en est quand même encore très très loin. Quant au génocide, ça c'est une question fondamentale que vous venez de poser. Je le dis systématiquement à tous mes étudiants à Sciences Po et à l'ESG chaque année. Je leur dis et je vous le dis et je vous le répète, et notamment pour vos auditeurs sur IPFM. L'arme génocidaire de la fin du XXe siècle, ce fut la machette.
Il faut arrêter de croire qu'une bombe atomique, à elle seule, plusieurs bombes atomiques, à elles seules au pluriel, peuvent constituer l'outil suprême du génocide. On n'a pas perpétré les génocides du XXe siècle avec des armes de destruction massive. Ce n'est pas vrai. On les a perpétrés avec des boîtes de gaz, avec des marches de la mort et des assassinats par balle, avec des viols collectifs et avec des machettes au Rwanda. Donc je ne crois pas que la bombe soit ni en Turquie, ni en Iran, ni au Malawi, ni aux États-Unis, ne soit l'alpha et l'oméga, si vous voulez, des menaces de génocide de demain. Alors Touragnan, on parle de la Turquie qui a encouragé ces islamiques et on voit le calife, si je peux l'appeler, parce qu'il s'est proclamé en tant que calife, donc Baghdadi, qui a dit finalement cet été à Erdogan, maintenant tu m'obéis. Et sinon, ça va mal se passer pour toi. Qu'est-ce que cela veut dire pour la Turquie? Elle a perdu son contrôle complètement? Non, moi je crois qu'effectivement, comme le disait très bien Frédéric Ancel, que je salue, il y a de toute manière un jeu de dupes et peut-être même un partage des rôles, parce que je crois que les Turcs ont montré qu'ils étaient quand même très très forts en matière de duplicité, en matière de double langage entre les uns et les autres. Donc on ne peut pas exclure un partage des rôles, y compris peut-être dans l'affaire de la prise d'otage de citoyens turcs. Moi, j'ai jamais vu un citoyen turc pris en otage par les islamistes qui se soit fait couper la tête ou qu'on ait traité, Dieu merci d'ailleurs, qu'on ait traité comme on a traité les autres. Je me souviens très bien que les meilleurs amis de Talat Pacha, il les voyait encore la veille, étaient des Arméniens qui ont été déportés le 24 avril. Donc la duplicité de la Turquie, elle est inscrite au cœur de ce régime qui est de toute manière dans le mensonge et dans le négationnisme depuis 100 ans. Donc c'est comme ça. Moi, la deuxième chose qui m'inquiète, et ça je voudrais poser la question à Frédéric Ancel, c'est quand même que le djihadisme, on l'a vu aussi à l'œuvre dans la guerre du Haut-Karabakh, aux côtés de l'Azerbaïdjan, et il y a un certain nombre d'enquêtes là qui sont en train de montrer qu'il y a des réseaux terroristes d'Al-Qaïda qui sont nés en Azerbaïdjan et à Bakou dans les années 90, de la fusion entre des Tchétchènes, Shamil Bassayev, et puis des Wahhabites qui étaient très très qu'on avait répertoriés, qu'on avait comme djihadistes. Et on sait qu'il y a des cellules qui sont nées à cette période. Et je voudrais savoir s'il faut prendre, selon Frédéric Ancel, au sérieux les menaces de l'État islamique. Dans une vidéo il y a quelques semaines, dans lesquelles il disait que la prochaine étape c'était le Caucase. Il voulait libérer le Caucase, qui a entraîné d'ailleurs une réunion entre le ministre des Affaires étrangères arménien et l'Assemblée et un certain nombre de députés des différents partis au Parlement. Autre question que je voulais poser à Frédéric Ancel, c'est parce que évidemment ça concerne beaucoup les Arméniens, c'est les risques d'extension du mouvement djihadiste au Liban, où là aussi il y a une très forte communauté arménienne, il y a une très forte communauté chrétienne également. Et puis enfin, en ce qui concerne la présence chrétienne quand même dans cette région qui se réduit comme peau de chagrin depuis des siècles, le seul endroit où elle a pu résister finalement en se constituant comme État, c'était en Arménie et un petit peu en Géorgie. Que fait l'Occident et que peut faire l'Occident pour préserver ces deux oasis qui sont véritablement menacées par cette vague qui est en train de déferler? Frédéric Ancel, sur le Caucase d'abord. Alors merci Yara de ta confiance renouvelée. 3 questions très 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 compliquées. Sur le Caucase, je crois qu'on est dans une posture rhétorique parce que l'État islamique s'appuie de façon assez conventionnelle sur la structure conceptuelle de l'État, ce qui n'est pas du tout le cas évidemment pour Al-Qaïda. On le voit bien. Et là, il manque de sunnites quand même. Il manque sérieusement de sunnites dans le Caucase, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il y a 30% de sunnites en Azerbaïdjan, paraît-il. Oui, alors ça, moi je veux bien. D'abord, ça me paraît un chiffre qui me paraît peut-être gonflé, enfin en tout cas qui me paraît très très important par rapport à la réalité de ce que je peux en savoir. Mais quand bien même, c'est très faible. Regardez ce qui se passe à l'est de la Syrie et à l'ouest et au nord de l'Irak. En fait, l'État islamique n'a réussi à s'imposer sur des territoires qui étaient quasi exclusivement sunnites ou d'où ils ont chassé des chrétiens et des yézidis qui n'étaient pas armés. Bon, donc je pense que ça va être quand même extrêmement compliqué le Caucase pour une éventuelle pénétration. En revanche, on est sur une posture, déclamatoire, rhétorique, mais ça après tout, quand on est terroriste, on cherche à terroriser. Donc c'est quelque chose qui me semble pas nouveau. Moi, je pense que la priorité pour l'État islamique, ça va surtout être de survivre aux frappes qui sont en train de
de l'endiguer, de le détruire non, mais en tout cas de l'endiguer. Je pense que ça va être plus compliqué. Alors justement, avant de passer au Liban, Frédéric Ancel, sur ce point-là qui est très important, aujourd'hui il y a des frappes. Est-ce que c'est quelque chose de rassurant? Est-ce que on va éliminer quelques centaines, quelques milliers de djihadistes et puis on va couper un peu ils sont en train de toucher les puits de pétrole. Est-ce que ça va s'arrêter à cela ou, selon vous, il y a une vraie ambition d'éradiquer, est-ce possible d'abord, mais en tout cas, est-ce que cette lutte des Occidentaux va se poursuivre? Non, c'est pas possible d'éradiquer l'État islamique au sol. C'est strictement impossible. D'un point de vue militaire, ce n'est pas possible. Soit vous allez au sol avec des centaines de milliers d'hommes, soit vous n'y allez pas et on n'ira pas. Et personne n'ira. Personne. Ne cherchez pas, Vartan. Personne n'ira. Soit du fait du trauma irakien ou vietnamo-irakien des États-Unis ces dernières années, soit du trauma britannique de 2003, soit parce que les Français, d'abord, ne veulent pas et n'ont pas les moyens, etc. Donc on n'ira pas. Et si on n'y va pas au sol, ça veut dire qu'on va les endiguer. Et c'est ce que je disais hier soir, c'est-à-dire que nous avons au moins, c'est un but de guerre qui paraît un peu médiocre, mais nous avons au moins la capacité, d'ailleurs c'est ce que font les Américains depuis août, d'endiguer, de confiner l'État islamique, parce que si nous ne l'avions pas fait, ou si nous ne le faisions pas, l'Est de la Jordanie, voire même la Jordanie aurait pu tomber entre leurs mains, et là c'était la guerre directe avec Israël. Ils auraient pu prendre Erbil, donc une grande partie du Kurdistan, avec des millions de personnes qui auraient été chassées dans des conditions en fait quasiment génocidaires, enfin on peut les appeler comme ça. Pour les yézidis, c'est ce qui s'est passé. Et peut-être, alors Bagdad, je suis un peu plus, il y a quand même beaucoup de chiites, mais enfin une partie en tout cas de Bagdad et du sud de l'Irak aurait pu être conquis. Tout ça c'est catastrophique. Peut-être que l'État islamique aurait conquis définitivement Alep et serait arrivé en Méditerranée. Donc grâce aux frappes aériennes, ils ne le pourront pas. Ça, j'en suis convaincu. Donc vous êtes en train de dire que dans les années et décennies à venir, nous aurons dans ce monde un État réellement qui va s'appeler l'État islamique. Alors après de l'Irak, de la Syrie, on verra sa géographie, mais il y aura une existence d'un tel État avec l'idéologie qui est la sienne et dans le quotidien de cette population. C'est très vraisemblable. C'est très vraisemblable, cher Vartan, sauf si, vous parlez de cette population, vous avez raison de prononcer ce terme, tout n'est pas que militaire, sauf si une partie substantielle de cette population se soulève elle-même. Mais c'est pas compliqué, hein. Si de l'extérieur on ne va pas reconquérir les territoires qui ont été soumis à l'État islamique, eh bien ils demeureront d'une manière ou d'une même affaiblis, mais ils demeureront sur place la force principale, ça c'est sûr. Vous posez la question sur le Liban. Oui. Là je suis beaucoup plus pessimiste. Parce que il y a une vraie, il y a une population, une partie de la population libanaise et notamment autour de Tripoli au nord qui est non, alors sunnite mais revendicatrice par rapport à quoi, et un peu par mimétisme face au Hezbollah qui lui a été dans les années 70, enfin il s'est créé en 82, mais avant il y a eu Hamal, donc à des groupes plus ou moins radicaux qui ont été surtout sociaux et identitaires. Et aujourd'hui, les sunnites se disent, mais démographiquement, nous sommes largement dépassés par les chiites. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est pas nouveau. Eux disposent d'une milice qui est plus qu'une milice, c'est une armée extrêmement puissante quand même. Hein. On l'a bien vu puisqu'elle a sauvé littéralement Assad l'an dernier sur le plan militaire quand même. Hein. Nous sommes dépassés et un certain nombre de sunnites sont en train de basculer c'est exactement le syndrome de ce qui s'est produit avec l'armée irakienne qui s'est littéralement effondrée face à l'État islamique, pas du tout dans une gigantesque bataille épique et courageuse, mais parce que les soldats et les officiers sunnites, et parce qu'ils étaient sunnites, on se sont passés avec armes et bagages dans le camp sunnite, fut-il fanatique. Et ça démontre que nous sommes au Moyen-Orient sur une déchirure qui est beaucoup plus aujourd'hui communautaire ou ethno-religieuse que politique, ce qui est évidemment gravissime, mais enfin c'est comme ça, on va pas réinventer la région. Et donc au Liban, il y a une assise, comme je le disais tout à l'heure, une assise sunnite suffisante, me semble-t-il, une masse critique démographique suffisante pour que s'implante, alors un État islamique sur un micro Nord-Liban, je ne crois pas, mais en tout cas des groupes qui feraient allégeance à cet État islamique et qui tenterait effectivement soit de faire sécession, c'est peut-être un petit peu difficile parce que ce serait pas viable, mais soit en tout cas de provoquer effectivement des coups de force extrêmement durs. D'ailleurs, on a vu ces dernières années, et là encore je ne vais pas vous l'apprendre sur IPFM, que à Tripoli précisément, il y a eu des combats extrêmement durs entre Alaouites d'une part
et sunnites d'autre part. Donc ce n'est pas que un clivage religieux, c'est un clivage communautaire, appelons-le comme ça, avec un C majuscule, mais qui est extrêmement grave. Et enfin, sur les chrétiens d'Orient, c'est là que je serai le plus pessimiste. Je vois, sauf pour les Coptes, parce que les Coptes en Égypte, bon, d'abord il y a Al-Sisi qui a l'air d'avoir assez peu d'humour avec les frères musulmans, mais surtout il y a ce que je viens d'appeler une masse critique démographique. Et la représentation de soi, de constituer une communauté, on va dire, relativement homogène et puissante, forte de plusieurs millions de citoyens, et notamment dans le giron économique, qui n'est quand même pas négligeable. Ça va être quand même très compliqué si un jour les islamistes prennent ou reprennent le pouvoir en Égypte, de virer les Coptes. En revanche, pour le reste du Proche et du Moyen-Orient, je suis absolument consterné parce que je crois que c'est la fin presque partout, pas en Israël d'ailleurs, entre parenthèses, il y a une centaine de milliers de chrétiens qui continuent à vivre sur le territoire israélien même. Mais enfin, c'est quand même pas beaucoup, c'est 100 000 personnes sur des millions de chrétiens qui vivaient au Moyen-Orient depuis des lustres et en fait depuis 2 millénaires pour beaucoup d'entre eux. Et là, je suis absolument consterné parce que on ne peut rien faire. Ne cherchez pas une espèce de croisade, même au sens positif du terme, ou de sauvetage en provenance de l'Occident via des gigantesques bateaux, des avions et des chasseurs. Ça ne se fait pas comme ça. C'est, je crois, perdu dans une grande partie de ce Moyen-Orient. Et à titre personnel, et je conclurai, je vous dirais que je suis je suis heureux de constater que au moins pour ce qui concerne les Arméniens, ils ont aujourd'hui une patrie de refuge national, à disposer d'un État-nation refuge au cas où, et en attendant que ça se passe, si tant est que la situation soit réversible, c'est quand même quelque chose qui n'existait pas. Je vous l'apprendrai moins que rien d'autre il y a encore quelques décennies, et ça c'est quelque chose qui malgré tout doit absolument nous convaincre tous de continuer à soutenir à fond la République d'Arménie. Alain Tornion. Oui, Frédéric, je sais que tu n'es pas le gouvernement français, mais quand même ce pays, l'Arménie, est quand même sous une menace là très très forte d'un État azerbaïdjanais, chiito-sunnite, ce qu'on veut, qui a utilisé en tous les cas le djihadisme contre les Arméniens pendant la guerre du Haut-Karabakh et qui a un budget militaire qui est supérieur au PIB de l'Arménie et qui menace tous les jours de faire la guerre. Qu'est-ce qu'on fait pour préserver ce petit carré d'Arménie et de christianisme qui a perduré, qui a résisté à tous les assauts et qui est aujourd'hui quand même dans une situation de précarité qui devrait quand même un peu alerter le monde occidental. Et un Azerbaïdjan qui s'offre une dizaine dans le cœur de Paris, dans le 6e arrondissement, pour montrer le développement de l'Azerbaïdjan et pour montrer aussi que le Rarapar fait partie de l'Azerbaïdjan et que les Azéris ont vécu et cultivé une civilisation si importante dans cette région du Rarapar depuis des millénaires. Oui, c'est un point qui m'inquiète en tant que géopolitologue et pas seulement en tant qu'ami de la cause arménienne. L'Azerbaïdjan, depuis quelques années maintenant, entretient un budget militaire croissant. Et non seulement c'est un budget militaire croissant dans l'absolu, mais en part relative des efforts auxquels peut consentir la modeste Arménie. Donc ça, c'est un point qui m'inquiète beaucoup parce que l'Azerbaïdjan, le pouvoir azerbaïdjanais entretient en réalité un seul réel objectif dans la région en matière d'affaires étrangères. C'est pas un État très très important ni très puissant, et puis le pétrole dans une quinzaine d'années ce sera terminé. C'est la conquête du Karabakh, qui est une terre arménienne. Et ça, c'est tous les efforts aujourd'hui sur le plan militaire, peut-être aussi sur le plan de la communication, mais ça le culturel c'est un petit peu différent. Se porte là-dessus. Et je crains que le groupe de Minsk ne parvienne pas à convaincre en amont, pas en aval, pas après une guerre éventuelle, mais en amont, l'Azerbaïdjan de ne pas faire de bêtises. Alors il y a eu un accord stratégique signé tout de même entre Yerevan et Moscou ces derniers temps, qui en principe devrait dissuader l'Azerbaïdjan de faire des bêtises. Et en même temps, quand on dit des bêtises, est-ce qu'ils ne vont pas se lancer, plutôt qu'une guerre frontale qui risque de perdre, dans une guerre d'attrition, une guerre d'usure? Et est-ce que c'est pas déjà le cas sur la ligne de contact ces dernières années? Et je crains, je crains que ce soit aujourd'hui le danger principal pour l'Arménie. Et j'ajouterais juste un point qui n'est pas militaire, mais qui me tient à cœur, j'en ai parlé déjà à 2-3 reprises, c'est la démographie. Vous
savez, il y a les seuils critiques et les masses critiques en géopolitique, ça joue, ça compte. C'est pas parce que vous êtes minoritaire que vous allez perdre la guerre. Les Arméniens étaient minoritaires en 91-94, ils ont gagné. Les Israéliens ont toujours été minoritaires par rapport aux Arabes, ils ont toujours gagné. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est le seuil critique en deçà duquel vous ne pouvez plus convaincre, d'abord vous n'avez plus assez de soldats, et vous ne pouvez plus convaincre précisément vos amis, notamment les Occidentaux, que une terre doit vous revenir, doit vous appartenir. C'est un petit peu le syndrome aussi des Serbes au Kosovo. Hein. Les diplomates occidentaux disaient aux Serbes, écoutez, vous êtes combien au Kosovo ? Vous êtes 5%, 10%, écoutez, ça suffit, arrêtez. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète énormément du point de vue de la République d'Arménie, mais plus encore du point de vue du Haut-Karabakh, dont on sait que la démographie est quand même extrêmement faible. Merci Frédéric Ancel pour toutes ces explications. Je sais que lundi vous êtes à un colloque au Bernardin, donc pour parler, c'est à l'occasion du 65e anniversaire des relations France-Israël, et je rappelle votre dernier livre, Géopolitique du printemps arabe. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Donc on poursuit sur cet élan. D'ailleurs, je signale la présence avec nous depuis quelques minutes déjà d'Élise Bogossian, docteur en médecine chinoise, qui est de retour de cette région. Donc vous avez été en Irak, en Syrie. On va parler de votre expérience. Alors, avant de parler de médecine, de votre expérience en tant que médecin, parce que là, vous allez nous expliquer comment est-il possible avec votre méthode à vous de soulager les douleurs de ces réfugiés, de ces victimes, de ces barbaries. Qu'est-ce que vous avez vu sur place, sur le plan, j'allais dire, plutôt politique, même si c'est pas votre rôle? Est-ce que on est dans un chaos total? Est-ce que tout est organisé? Comment ça se passe? En fait, ça dépend des lieux où vous vous trouvez. Lorsque vous êtes pris en charge par l'Église et les prêtres, vous êtes plus ou moins protégés, on vous donne à boire, on donne du lait pour vos enfants, on a des couches, des médicaments à manger, donc là ça va. Par contre, ailleurs, je parle des caves, des déchetteries, des champs, des sous-sols, des rues, des bords de route. Là, c'est vraiment l'inconnu pour ces gens, ils savent pas du tout ce qui leur arrive, combien de temps encore ça va durer, est-ce qu'ils vont pouvoir rentrer chez eux. C'est une angoisse très profonde parce que c'est leur 3e guerre du Golfe. Ils ont construit leur maison plusieurs fois. Ils sont très fatigués. Ils ont beaucoup marché et ils se sentent très très seuls. Alors moi, c'est auprès de ces gens-là que j'ai été. J'ai été accueillie par un pharmacien kurde qui dirige une ONG avec 200 médecins et infirmiers bénévoles. Et on est allé, donc j'ai pu aller enregistrer la petite ONG que je préside ici, là-bas à Erbil, et comme ça on a pu intervenir de manière locale chaque jour avec notre voiture, on se déplaçait auprès des blessés. Et voilà, donc moi je suis spécialiste en acupuncture. Alors si vous pouvez nous dire, ces blessés, ils viennent d'où? C'est des blessés de quoi? Comment ils ont été blessés? Alors en fait il y a plusieurs types de blessures. Contrairement aux blessés syriens qui sont vraiment des blessés de guerre. Vous avez également été en Syrie? J'étais en frontière syrienne, en Jordanie, dans les camps de réfugiés. Et là, j'ai travaillé aussi bien du côté des militaires au bloc opératoire que dans les structures aménagées pour recevoir les familles, les femmes ou les orphelins. Là, en frontière syrienne, ce sont des blessures très caractéristiques liées aux blessures par balles, des explosions, des grands brûlés ou des personnes qui ont eu des membres broyés. Donc il y a beaucoup d'amputés. Alors que ici à Erbil et au nord d'Erbil, parce qu'on est allé jusqu'à Duhok, là c'est beaucoup plus des blessés, on va dire des blessures liées à l'usure. Ce sont des gens qui ont marché toute la nuit, ou on voit beaucoup de gens âgés avec les articulations très inflammées. Au niveau des genoux, des chevilles. Donc ça, on avait beaucoup de névralgie, beaucoup d'inflammations liées au soleil et à la chaleur, parce qu'il faisait 50 degrés certains jours, beaucoup d'inflammation de la peau chez les enfants, beaucoup d'infections. Voilà, donc moi, comme je vous disais, j'ai un parcours avec la médecine chinoise. J'ai étudié de nombreuses années en Chine et au Vietnam, et je suis spécialiste en acupuncture, c'est vraiment ma discipline. Et du coup, j'étais vraiment très orientée sur la prise en charge de la douleur avec ce Kurde qui m'a accompagnée partout.
Voilà. Alors, est-ce que sur le plan médical, en 2 mots, pour qu'on puisse avoir une idée, comment pouvez-vous soulager la souffrance, la douleur de ces gens-là? Quel genre de douleur? Et comment, puisque là, on n'utilise pas de médicaments? Alors, des médicaments, il en manque, tout comme il manque de tout, des vêtements, de la nourriture. L'avantage de l'acupuncture, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez cette méthode, ce sont des aiguilles très fines qui sont stériles et à usage unique qu'on utilise pour traiter localement certaines douleurs. Comme je vous disais, j'ai étudié en Chine et au Vietnam en anesthésie, donc c'est assez facile de traiter la douleur type inflammatoire avec l'acupuncture sans entraîner de dépendance. Et puis c'est rapide, on voit les effets en 2-3 séances. Donc on avait comme ça des tournées à la journée, on était à 8h dans un camp, à 11h dans un autre camp, à 13h à l'église, à 17h Alors chez quelles étaient, si je puis dire, l'ethnie de ces populations que vous avez traitées? Est-ce que c'était plutôt des Kurdes du Nord? Est-ce que c'était les Yézidis? Est-ce que c'était des chrétiens d'Orient? Est-ce qu'il y avait des Arméniens? Il y a énormément de réfugiés, ils sont 1,5 million. Nous on s'est concentré sur les chrétiens et les Yézidis. Les Yézidis de Duhok par exemple sont tous ceux qui sont arrivés de Sinjar. Et à Erbil, alors on avait les chrétiens. J'ai rencontré beaucoup d'Arméniens aussi, puisqu'on était dans le quartier d'Ankawa. Mais qui venaient d'où, ces Arméniens? C'est des gens aussi qui ont fait de la marche? Oui, ils venaient de Karakosh, puis d'autres petits villages, j'ai oublié les noms, j'ai tout noté, mais la ville principale, la grande ville chrétienne, c'est Karakosh. Ils étaient soulagés aussi par le fait de voir aussi une Arménienne? Oui, c'était très facile de communiquer aussi bien en turc qu'en arménien, puisque je parle les 2 langues, mais c'est vrai que c'était très émouvant aussi, parce que ils tiennent à porter leur croix, ils ont leur petit trésor avec eux, qu'on connaît tous, voilà. Alors justement, Élise Bogossian, quand on nous dit sous la menace, les gens sont obligés ou bien de se convertir à l'islam, pas toujours, mais parfois cette possibilité est donnée, ou parfois la possibilité de payer une taxe, la jizya, est également donnée, pas aux yézidis. Les yézidis, les sunnites, ils veulent pas qu'ils se convertissent à leur religion, ils les massacrent, ils les chassent. Mais pour les chrétiens, c'était parfois possible. Est-ce vous avez entendu des récits de gens qui ont été massacrés parce que, comme en 1915, n'ont pas voulu changer de religion? Alors oui, de ces récits-là, on entend beaucoup, mais ce qu'on entend le plus, en tout cas moi c'est ceux-là que j'ai le plus vu, c'est des femmes qui ont eu soit des familles où les femmes ont été kidnappées, soit des mères qui ont eu leurs enfants enlevés sous leurs yeux. Donc ça, il y en avait beaucoup, des chrétiens. Et des histoires même si c'est difficile d'en parler, de viols? Oui, des viols, oui, mais c'est beaucoup de kidnapping. En fait, ils enlèvent les femmes, les enfants qu'ils gardent pour eux. Enfin, ils gardent les plus belles, les plus jeunes, et les autres, ils les revendent pour $100, $150. Et voilà, il y a tout un marchandage de et ça se passe où, ça? À Mossoul? Des gens de Mossoul m'ont raconté ça, oui. D'accord. Vous n'êtes pas patient à entendre ça. On est vraiment dans les récits de 1915, en 2014. Moi, je me souviens, à chaque fois qu'on parlait du génocide arménien pendant ces dernières décennies, ces dernières années, on disait s'il y avait des caméras en 1915, ça n'allait pas se passer comme ça. Si le monde le savait, même s'il le savait, mais avec beaucoup de retard, parce que c'était 1915. Aujourd'hui, on voit ça, on l'a vu avec aussi, il y a 20 ans, avec les Tutsis. Finalement, le monde ne veut pas bouger. Les populations ne sont pas protégées. Tout à l'heure, quand on entendait Frédéric Ancel affirmer qu'il n'y aurait pas d'intervention terrestre, c'est que les populations ne sont pas protégées aujourd'hui. On réglera pas le problème juste par des bombardements. Ce n'est pas possible. C'est qu'à un moment donné, si face aux armées de l'État islamique, il n'y a pas une armée de libération, effectivement, de plusieurs centaines de milliers d'hommes qui vient pour libérer le pays de cette gangrène-là, il n'y aura pas de libération, il n'y aura pas de point. On ne peut pas compter que sur les Kurdes, je crois, même si on les arme, on les entraîne, on ne peut pas compter que sur les Kurdes qui sont pas suffisamment nombreux, pas suffisamment entraînés pour gagner cette guerre, effectivement, contre la barbarie. Oui, ils peuvent freiner, mais je pense que ça va permettre de durer. Et pendant toute cette durée, en fait, vous allez rencontrer une multiplication, madame, de cas de ce type. C'est-à-dire que, au contraire, les minorités ne résistent pas à la durée. Les minorités ne résistent pas à la durée, c'est pas possible. D'une part, ils ne résistent pas, mais vraiment, il n'y a pas de soutien sur place. Moi, j'ai vu aucun médecin français. Mais j'ai vu personne. J'étais avec ce Kurde et puis des bénévoles, mais on n'a vu personne.
Et on s'est déplacé. Et pourtant, Médecins sans frontières était en Syrie, alors, en tout j'ai su cas. qu'ils étaient à Erbil, mais je les ai jamais croisés. Je pense qu'ils travaillent en réalité, il y a des réfugiés partout, donc je pense que voilà, on s'est pas vu. Mais il y a vraiment à faire. Il y a vraiment beaucoup de travail. Ils sont partout, les réfugiés, dans toutes les rues, ils fouillent les poubelles, ils cherchent à manger. Les gamins sont. Est-ce que vous avez des chiffres, parce qu'on parle de nombre très important de réfugiés, où ils sont aujourd'hui? Est-ce qu'ils dorment? Est-ce qu'il y a des vraies tentes? Est-ce qu'il y a... Non, il y a des tentes dans les endroits organisés, avec des terrains, avec des espèces de barbelés autour, et puis c'est très sécurisé avec des pêche-mergues, mais le reste du temps, c'est les écoles, c'est les jardins publics, c'est les rues, c'est dès qu'il y a un arbre, un olivier, voilà, vous voyez, avec un tapis, une espèce de bâche, ils s'improvisent une tente. Il n'y a pas d'eau, ils n'ont pas de quoi se chauffer à manger, ils sont pieds nus. Alors là, on était... C'est des chrétiens, on les voit, ils sont très bien habillés, ils ont leur croix autour du cou, les cheveux bien peignés, les femmes... voilà. Après... Alors, c'était l'été, vous étiez là-bas, vous venez de rentrer. Oui, La semaine dernière. Donc là, il fait chaud. Dans quelques mois, il va faire froid. Oui, l'hiver est très froid. Comment là-bas. se prépare-t-il à l'hiver? J'ai pas trop osé poser la question. Maintenant, c'est vrai que moi, j'ai un projet. Là, on est en train on va acheter un bus et on va le transformer en espèce de dispensaire mobile pour pouvoir justement faire des soins. Parce qu'on s'est quand même retrouvé souvent... Vous allez partir avec ce bus? On va prendre un bus sur place. Et puis on va le transformer avec des cabines aménagées, une infirmerie qu'on va mettre en rotation avec des équipes gynéco, dentistes, pédiatres, voilà. Et en fait, parce qu'on s'est retrouvé souvent, d'abord le soleil se couche de plus en plus tôt, on s'est retrouvé souvent éclairé avec les phares des voitures, des torches. Quand vous travaillez dans les champs, dans les déchetteries ou dans les caves, enfin, c'est pas toujours évident. Il n'y a pas de courant électrique partout. Et donc on a ce projet-là de bus pour lequel voilà, je vais lancer un appel. Je profite de générosité publique. Chacun donne ce qu'il veut. On va mettre ça en ligne et sur les réseaux sociaux. Où ça? Est-ce qu'il y a un site internet? Oui, le site de notre association. Qui s'appelle Shenong et Avicenne, SHE2NONG. On va noter ça. Prenez votre temps. SHE NNONG, Avicenne.org. Ce sont en fait les deux fondateurs des deux médecines. Shenong, c'est le fondateur de la médecine. Shenong et Avicenne. Avicenne. A-V-I-S-E-N. Donc on va prendre notre temps parce que c'est très important ce que vous faites. C'est pas S-E-N. A-V-I-C-E-N. C-E-2-N-E. C-E-2-N-E. Très bien, c'est noté. Donc, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Reconnu d'utilité publique, évidemment, tous les dons sont déductibles des impôts. C'est un KissKissBankBank classique qu'on va faire. Puis il sera en ligne à partir de la semaine prochaine. Là, le site n'est pas encore... Comme je viens d'arriver, voilà, on n'a pas encore eu le temps... J'étais encore un peu dans l'émotion et puis dans la reprise de mon activité ici, mais ça sera, je pense... En tout cas, ici, on fera le nécessaire pour se faire l'écho de cette action. Il y a un numéro de téléphone, si on veut vous contacter, s'il y a des médecins qui veulent vous accompagner, est-ce que... Bon, en tout cas, appelez IPFM. On va vous donner toutes les coordonnées d'Élise Bogossian et puis enfin de cette association. Mais qu'est-ce qui vous a pris pour partir toute seule comme ça? Je suis passée par la voie classique d'abord. J'ai envoyé mes CV à Médecins sans frontières, Handicap International, Médecins du Monde, Amnesty International. Puis c'est vrai que j'ai un parcours aussi atypique, donc parfois ça attire, mais parfois ça repousse aussi les gens parce qu'ils disent tiens, nous on n'a pas l'habitude, on connaît pas les protocoles appliqués, tout ça. Et donc c'est comme ça que j'avais déjà en 2001 pour les blessés du Calabar fait des interventions, mais c'était très 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 timide. Et puis donc comme ça n'a pas fonctionné avec les grandes ONG, je me suis rapprochée d'équipes locales. C'est pour ça que maintenant je travaille avec les locaux. Et vous retournez quand? Je sais pas encore, j'espère le mois prochain. Alors, faut signaler quand même que vous avez un métier ici. On est juste très pressé parce que l'hiver, va arriver vite. Et s'il faut monter ce projet de bus, il faut. Alors, c'est courageux ce que vous faites, car vous avez un métier ici et vous avez une famille, des enfants ici. Oui. Vous les laissez pour partir faire cela. J'espère avoir une équipe après. Moi, je tiens à rester aussi ici, mais c'est vrai que c'est important de le faire. On les voit sur place, ce sont des gens, ils nous demandent rien, mais ils sont très très victimes. Et puis surtout. Ils ne savent pas combien de temps ça va durer encore. Maintenant, c'est très bien, ces histoires de frappe aérienne, on est très heureux. Mais du coup, les gens ne vont vraiment pas rentrer chez eux tout de suite. Peut-être jamais.
pour certains. Oui. Alors, Moulad Papazian, vous avez suivi un peu comment l'Arménie regardait ce problème des Yézidis dans cette région, parce que les Yézidis, c'est un peuple, j'allais dire, frère aux Arméniens. Ils vivent en Arménie, ils ont été de tous les combats, et l'Arménie essaie de soutenir de ces Yézidis. Bon, l'Arménie, c'est pas le pays qui pourra, avec ses moyens, de faire grand-chose, mais que peut-on faire, nous, envers un autre peuple qui subit les mêmes choses que ce que nos grands-parents ont subi en 1915? Qu'est-ce qu'on peut faire plus que ça? Tout d'abord, je voudrais féliciter Madame Bogossian, lui dire que ce qu'elle fait est vraiment admirable, et son récit est terriblement touchant, et vraiment, c'est vraiment un témoignage bouleversant, je voulais vous le dire. Je voulais vraiment vous féliciter pour ce que vous faites. En ce qui concerne les Yézidis, oui, bien sûr, ce sont nos frères. Ce qui est terrible aussi, ce sont les images qu'on a vues de ces réfugiés de cet été, qui ressemblaient évidemment complètement à celles de nos grands-parents. C'est exactement, on a l'impression de voir les mêmes postures, les mêmes gens, cette femme avec cet enfant dans ses bras, tous ces gens qui fuient comme ça, c'est terrifiant. Et effectivement, le cauchemar continue, et ça légitime évidemment a posteriori notre combat. C'est-à-dire que c'est vraiment l'impunité du crime du génocide, et qui a permis à cette espèce de gangrène de se perpétuer dans la région, et on arrive à avoir à nouveau, d'une manière épisodique comme ça, mais permanente, des exactions de ce type, des massacres de ce type, des images de ce type, ce même type de situation. C'est absolument épouvantable. Alors évidemment, on est d'une solidarité infinie avec nos frères yézidis. Il faut absolument les soutenir par tous les moyens. Il faut demander à l'Arménie qu'elle en fasse plus, qu'elle se fasse leur porte-voix. Et d'ailleurs, ils le demandent, c'est une de leurs exigences auprès des instances internationales, puisque nous avons la chance d'avoir un État, et nous avons la chance d'avoir accès à l'ONU, aux instances internationales. D'ailleurs, Serge Sarkian en a parlé voilà. Il y a 2 jours. À Donc cette voix qu'ils n'ont pas, il faut qu'on puisse la leur donner. De la même manière, à notre petit niveau ici en France, on essaye d'agir politiquement. On a été présent pendant tout l'été, le CCF, aux manifestations qui ont été organisées. Nous allons bien sûr leur demander de participer avec nous à cette manifestation du 7 octobre devant l'Assemblée nationale. Évidemment, on parle des Yézidis et de tous les chrétiens d'Orient, les Assyro-Chaldéens. Et évidemment des Assyro-Chaldéens, des chrétiens d'Orient, qui sont nos frères à tout point de vue, nos frères de religion, nos frères de destin, nos frères dans le malheur. Et c'est vrai qu'on regardait la situation des chrétiens d'Orient, là, qui est terrible. Et finalement, l'Arménie, malgré le génocide, est quand même le pays, l'entité qui s'en est le mieux sortie, puisqu'elle a pu se constituer en un État. Et il faut vraiment veiller à cet État, comme bien sûr à la prunelle de nos yeux, et il faut continuer les mobilisations et tout ce qu'on peut faire pour aider, pour soutenir cet État, et surtout l'empêcher de se vider. Moulad Papazian, on va revenir à la même question. Aujourd'hui, on voit par exemple en Arménie, il faut le dire, il ne faut pas avoir honte de le dire, que les Yézidis, et j'insiste sur les Yézidis tout simplement parce qu'ils sont présents en Arménie. Ça n'est pas pour mettre de côté les autres victimes de cette guerre, surtout les Assyro-Chaldéens, les autres chrétiens, mais ils attendent beaucoup de nous. Alors ce qu'on fait nous, ce qu'on a fait pour Kessa par exemple, on a le devoir de le faire aussi pour les autres. Qu'est-ce qu'on peut faire réellement? Serge Sarkian, je le disais tout à l'heure, il l'a fait, bravo à l'ONU, il a parlé des Arméniens de l'extérieur, et ça aussi c'est un point très important, évoqué donc dans la bouche du président d'Arménie. Mais les Yézidis, les autres, qu'est-ce qu'on peut leur faire, nous? Je pense qu'il faut qu'on profite des moyens qui sont les nôtres pour alerter les opinions publiques internationales, pour alerter les classes politiques dans les différents États. Et d'ailleurs, le rassemblement que le CCF organise le mardi 7 octobre prochain à 19h devant l'Assemblée nationale a aussi cet objectif-là.
C'est-à-dire que sensibiliser la classe politique française, les gouvernants, sur la nécessité de mettre en place un processus de protection des minorités qui sont en danger et qui ne résisteront pas à la durée de toute façon. Et donc on engage cette action. Ara Toragnan, en tant que co-président du CCAF, a été présent tout l'été dans ces manifestations-là. Il nous a représentés. Et donc, du coup, nous allons, nous aussi, à un moment donné, à partir du 7 octobre, apporter notre contribution directe, mettre à disposition le réseau qui est le nôtre, justement, pour aider les yézidis et les minorités chrétiennes dans cette région du monde à solliciter et à obtenir la protection. Mais ne soyons pas ni hypocrites, ni, ne soyons pas hypocrites. Aujourd'hui, si le dispositif occidental se limite à celui qu'il est actuellement, c'est-à-dire des interventions aériennes, ça ne protégera pas les minorités. Ça ne protégera pas les minorités, ni les yézidis, ni les arméniens. Aucune minorité ne sera protégée. Voilà. Donc, de deux choses l'une, soit il y a une véritable prise de conscience, oui, ça coûte cher, effectivement, soit il y a une véritable prise de conscience qu'il faut une intervention terrestre de la coalition, une coalition élargie, pourquoi pas, en Irak et en Syrie, où pendant 5 ans c'est la guerre, c'est l'armée de libération qui va libérer ces peuples-là, effectivement, des djihadistes et de l'État islamique, soit, franchement, on n'est pas optimiste. On n'est pas optimiste et c'est peut-être aussi se donner un peu bonne conscience. On a du mal à entendre ces mots parce que c'est-à-dire que là, on est en train de se dire, sous nos yeux, il va se passer de nouveaux massacres. Sous nos yeux, avec tous les moyens du monde occidental, comme ça a été dit dans le passé, les bateaux anglais n'arriveront pas sur les montagnes de l'Arménie, ils vont pas non plus arriver dans les déserts de cette région. Donc c'est insupportable de se dire, voilà, c'est ça la conclusion. Vartan Gabrielian, juste quand même un mot, c'est qu'il y a ce rôle quand même de la Turquie entre aller faire un engagement au sol et puis avoir cette espèce de tolérance qu'on ne cesse de manifester à l'égard de cette politique de l'État turc négationniste qui s'ancre dans le génocide et l'indifférence ou en tous les cas une certaine indifférence de l'Occident par rapport à ça, c'est plus possible. Et je ne sais pas si on pourra évidemment aller jusqu'à l'engagement au sol, mais il y a des gestes symboliques qui sont extrêmement importants et on attend bien entendu du monde occidental dans son ensemble, des présidents français, allemands, italiens, de l'Union européenne, du président américain, s'ils n'envoient pas les troupes au sol, qu'ils marquent de leur présence, leur réprobation par rapport au génocide arménien qui a été à la base de toutes cette spirale et cette orgie de violence qui n'a cessé depuis contre les minorités, cette intolérance absolument incroyable, qu'ils marquent leur réprobation par rapport à tout ça et qu'ils marquent également leur souvenir et la mémoire des victimes du génocide en étant présents le 24 avril au mémorial du génocide à Yerevan. Et ça, il faut que le 24 avril à Yerevan au mémorial du génocide, on ait Monsieur Obama, on ait Monsieur Hollande, on ait Madame Merkel, Monsieur Hollande s'est déjà engagé à y aller, on ait Monsieur Renzi, on ait Monsieur Schulz, on ait l'ensemble des présidents et des responsables européens, parce qu'on a trop laissé faire et c'est ce laxisme qui est un abandon moral qui vient comme un effet boomerang, avoir les effets qu'on connaît aujourd'hui et qui vient à nouveau tuer, à nouveau être producteur et générateur de souffrances épouvantables qui sont un véritable défi à la conscience humaine. Alors Moulad Pavazian, parlons des Arméniens de Syrie. Cette fois-ci, on a vu ce qui s'est passé à Kessap et heureusement les choses sont terminées avec le retour d'une grande partie, mais pas tous parce que certains sont déjà réfugiés au Liban, d'autres sont partis en Arménie, quelques-uns peut-être vers la Suède, etc. Mais bon, la majorité des Kessapiotes sont de retour dans leur village. À Alep, c'est une situation assez catastrophique parce que les gens ne savent plus quoi faire. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, ça n'est plus les mêmes méthodes des années 2011-2012, c'est-à-dire que c'est pas avec les Kalachnikov qu'on fait la guerre pour faire de la résistance, un peu de protéger les quartiers arméniens. Quel peut être le niveau de dangerosité, le risque encouru par les Arméniens à Alep
Et quelle est la solution finalement? Est-ce qu'il faut vider Alep alors que les Arméniens sont attachés à leur ville, à leur existence en Syrie? Le risque, il est total. Le risque, il est total de la disparition, d'une manière ou d'une autre, de la disparition totale des Arméniens de Syrie. De la disparition, soit parce qu'ils sont victimes de la guerre, effectivement, soit parce qu'ils auront quitté, effectivement, la Syrie pour aller, effectivement, dans les destinations que vous avez citées. Et en premier lieu, l'Arménie. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le temps ne permet pas aux minorités de résister. La réalité est là. Et on laisse faire, en vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Syrie, c'est encore plus grave que l'Irak. C'est qu'on met dos à dos, en fait, les protagonistes. Bien que les Américains ont engagé des frappes aériennes contre les djihadistes, mais on est encore dans un dispositif qui paraît totalement insuffisant. 2 mots par rapport à la Turquie. J'adhère totalement, évidemment, sans aucune virgule et sans réserve à ce qu'a dit Alain Toragnan. Je voudrais juste dire que il y a aujourd'hui un déficit de confiance énorme des Occidentaux envers la Turquie par rapport à son attitude et son comportement justement dans cette affaire. Je pense que le déplacement de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur français, en Turquie est la preuve de cette défiance, de ce déficit de confiance. C'est qu'il est allé voulu comprendre sur place comment la France s'était fait flouer par la Turquie en réalité dans l'affaire des 3 ressortissants qui sont rentrés. Et il n'y a pas que ces 3-là. Mourad Papazian, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Et bien entendu, mais on a quand même un problème au niveau du gouvernement français avec la politique du Quai d'Orsay et le positionnement très particulier de Laurent Fabius, que je ne comprends pas, son obstination dans l'affaire syrienne. Je dois dire que c'est très clair, à un moment donné, contre les djihadistes et Bachar el-Assad, ce n'est pas bonnet blanc et blanc bonnet, ce que disait tout à l'heure Mourad Papazian. Et en tous les cas, même si le régime de Bachar el-Assad était une dictature, pour nous les chrétiens, on n'était pas massacrés, on n'avait peut-être pas de liberté, mais on vivait. Et actuellement, c'est la mort ou la servitude. Et on ne peut pas mettre, ça devient une aberration totale qui est un défi à l'intelligence et à la logique de renvoyer maintenant les uns dos à dos. C'était très bien de soutenir les révolutions arabes, on les a soutenues aussi. Il y a eu un vent, une aspiration démocratique qui était véritablement porteuse d'espoir, mais il y a un moment donné, maintenant on a vu les limites, en tous les cas, de tout ça au Moyen-Orient et en tous les cas notamment en Syrie. Et derrière cette révolution arabe, on a bien vu qu'il y avait des mouvements djihadistes qui étaient sur le terrain et avec toutes les menaces que ça comportait. Et maintenant, ça suffit. Il faut parer au plus pressé. Et je dis pas qu'il faut se satisfaire du moindre mal que serait Bachar el-Assad, mais il faut en tous les cas défendre à un moment donné une autorité et un ordre sur place qui empêche les chrétiens, les populations, parce qu'elles ne sont pas sunnites ou parce qu'elles ne sont pas islamistes ou parce qu'elles n'appliquent pas je ne sais quelle lecture totalement dévoyée du Coran, les jeter en pâture à des massacres et à des actions absolument qui sont des crimes contre l'humanité. Alors il faut peut-être dire que le risque n'est pas seulement pour les populations sur place, il est aussi pour les Parisiens dont on dit que les métros sont aujourd'hui représentent un risque de terrorisme. Ça a été annoncé, déclaré par des hautes autorités sur place dans la région. Ils ont forcément les preuves de ce qu'ils avancent. Donc voilà, aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est une question de vie et de mort, et non pas de vie seulement d'hommes et de femmes, mais la vie de civilisations millénaires qui se détruisent sous nos yeux. Alors, parlons de la manifestation. C'est très important de mobiliser notre communauté et mobiliser pour expliquer le pourquoi de la présence massive ou la présence de chacun de nous à cette manifestation. Qu'est-ce qu'elle va porter? Quel est le message? Quelle est l'influence de cette manifestation? On doit se faire entendre dans la sphère publique sur ces affaires-là. Les Arméniens, une manifestation contre l'État islamique, contre la barbarie des djihadistes, pour la paix et pour le respect des minorités. Je crois que c'est une région qui explose véritablement.
Nous sommes au cœur de cette région, non seulement en tant qu'Arméniens, mais en tant qu'hommes. Nous sommes tous au cœur de cette région en tant qu'hommes, et on a, en tant qu'hommes, en tant que citoyens, on a pour devoir d'exprimer nos positions, de manifester nos inquiétudes et de proposer des solutions, qui sont des solutions citoyennes. Il y a un devoir de protection urgent des populations dans cette région. Et je ne parle pas que des populations arméniennes. Et je ne parle pas que des populations chrétiennes. Et je ne parle pas que des minorités. Je parle également des musulmans. C'est pas leur guerre non plus. Les populations civiles musulmanes sont prises dans le piège des djihadistes. Il y a toutes ces populations, toute cette région est en train d'exploser littéralement. Et je crois qu'il y a véritablement une vraie responsabilité. On peut pas entendre se dire Frédéric qui, lui, analyse la situation en tant que spécialiste de la géopolitique, pronostiquer, et je pense qu'il a raison au moment où il l'exprime, il n'y a pas d'intention de prendre le problème véritablement dans sa dimension et d'envoyer des troupes au sol. C'est pas possible de faire autrement. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une nécessité, une urgence d'intervention pour sauver les populations, et toutes les populations. Et nous, donc le CCF, on a pris cette décision, il y a quelques jours, de nous inscrire dans la sphère publique, parce qu'on a été choqués, effectivement, depuis plusieurs années, mais parce que le dynamitage de Deir Zor, de l'église et du mémorial de Deir Zor, est la goutte qui a fait déborder le vase. Et que quand on est capable de faire ce type de geste, c'est-à-dire qu'on est capable de tout, et à un moment donné, les voix doivent pouvoir s'exprimer. Alors, effectivement, pour les minorités, pour les chrétiens, pour les arméniens, pour les yézidis, contre l'État islamique, contre la barbarie djihadiste, il faut être à 19h, mardi 7 octobre, dans 8 jours, devant l'Assemblée nationale. De quel côté de l'Assemblée ? Là où on fait nos manifestations d'habitude. Place Édouard Herriot. Merci Ala Touranian, merci Mourad Papazian, coprésident du CCF pour vos interventions. Merci Élise Bogossian. Je rappelle que vous êtes donc docteur en médecine chinoise et nous serons là pour vous soutenir dans cette démarche. Merci. Alors les auditeurs d'APFM peuvent faire appel à nous pour transmettre les coordonnées. Donc le site c'est avicen.org, c'est ça ? Je vous enverrai le lien. D'accord. Avec tout, l'adresse. Très bien, on va en parler aussi dans nos journaux. Merci à Frédéric Ancel, spécialiste de la géopolitique du Proche-Orient, d'avoir été avec nous par téléphone. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Et donc, oui, on me fait signaler que sur notre site internet, nous mettrons le site en question pour qu'on puisse vous accompagner dans cette démarche. Merci à vous tous. Beaucoup. Au revoir. Merci. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.